Tokyo, littéralement la capitale de l'Est, anciennement appelée Edo et officiellement aujourd'hui la métropole de Tokyo, est de facto la capitale actuelle du Japon. Elle est la plus peuplée des préfectures du Japon avec plus de 14 831 421 habitants intramuros et 42 794 714 dans l'agglomération et forme l'aire urbaine la plus peuplée du monde. Bonjour. Et merci Wikipédia. Je vous ai jamais présenté Tokyo dans son ensemble et c'est dommage parce que ça veut dire que vous êtes obligé d'aller chercher les infos à droite à gauche, infos qui souvent en plus ne sont pas à jour parce que Tokyo c'est une ville qui évolue à une vitesse folle, encore plus depuis le Covid. Je vais donc condenser un maximum d'infos en une seule vidéo, comme ça vous allez connaître tous les quartiers, toutes les bonnes adresses. Et si vous projetez de venir à Tokyo un jour, cette vidéo est faite pour vous. Et pour les autres, on va essayer de rendre ça intéressant quand même. Aujourd'hui donc ici Japon, guide touristique, vous allez voir comment Tokyo c'est trop bien. Par contre attention, on va être honnête, les trucs claqués, les trucs à éviter, je vous les montre aussi. 2-3 généralités déjà avant de rentrer dans les détails. Tokyo c'est immense, ça paraît évident vu le nombre d'habitants. J'ai fait la traversée à pied une fois en vidéo, on a marché plus de 42 km, donc littéralement un marathon. Donc deux remarques, c'est pas une ville qui se visite en 2 ou 3 jours, et il n'y a pas non plus un Tokyo, il y a des Tokyo, avec plein d'ambiances différentes en fonction des quartiers où vous vous trouvez. Beaucoup ont l'image de Tokyo comme d'une ville hyper active avec des gens qui vivent les uns sur les autres. Alors tout de suite pour couper court, voici une courte vidéo que je viens de prendre juste à côté de chez moi. Ah, c'est pas comme dans Fast and Furious, hein. Et encore, là je vous parle de la ville de Tokyo, mais si on élargit à la préfecture de Tokyo, on prend le train pendant 1h30 et on peut faire des randos à la montagne, hein. D'ailleurs en automne là c'est incroyable. Mais avant de penser à sortir, il y a déjà tellement de choses à faire dans la ville, vous allez voir, c'est impressionnant, je ne plaisante pas. Rares sont les villes dans le monde avec autant de choses et autant de diversité. Ces derniers jours, je les ai passés dehors dans presque tous les quartiers de Tokyo pour que vous ayez les images et les infos les plus fraîches possibles. Aussi, et c'est très important, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rosetta Stone. Vous les connaissez bien puisqu'ils sont partenaires de la chaîne depuis des années et qu'ensemble on milite pour l'apprentissage des langues. C'est extrêmement important et particulièrement si vous venez à Tokyo. On aura le témoignage d'ailleurs d'abonnés que j'ai rencontrés par hasard dans la rue et qui vont vous dire comment ils s'en sortent avec la langue, est-ce qu'ils parlent japonais ou pas, est-ce que l'anglais ça suffit. Vous me posez toujours la question, du coup on va y répondre tous ensemble. Donc si vous cherchez une méthode pour apprendre le japonais ou une autre langue, je vous conseille Rosetta Stone. L'avantage c'est qu'ils n'ont pas une méthode d'apprentissage qui est scolaire, voilà, c'est pas rébarbatif, c'est basé sur de la répétition, des quiz. En fait comme un enfant, on apprend en répétant et en faisant des erreurs et ça fonctionne avec 24 langues. Sakana wa aruku koto ga dekimasen. Il faut savoir que dans l'appli, il n'y a absolument aucun mot de français. Vous apprenez le japonais uniquement avec du japonais. Si vous utilisez mon lien partenaire présent dans la description, comme toujours, vous avez 50% de réduction sur l'abonnement à vie qui débloque l'accès à toutes les langues, soit 174,50 € à la place de 349 €. On commence par l'un des quartiers les plus touristiques de Tokyo et même du Japon. Asakusa, c'est là qu'on trouve le Sensoji, vous êtes quasiment obligé d'y passer. Il y a 2 grands temples à Tokyo, dont celui-là, et les 2 font partie des temples et même des endroits religieux les plus visités au monde. Et le fait que ce soit gratuit doit aider un peu. Le temple est très sympa, avec à côté un petit jardin où l'on trouve notamment des carpes koi, c'est l'animal emblématique du Japon. Dans l'enceinte du temple lui-même, on peut se purifier à l'encens, tirer sa bonne fortune, ça coûte 100 yens, ou acheter un porte-bonheur, pourquoi pas. C'est la pointure de Bouddha. C'est grand. Juste à côté, vous avez le plus vieux parc d'attractions du Japon, le Hanayashiki, construit en 1947. Personnellement, je le trouve complètement rincé, avec des attractions qui sont soit nulles, soit hors service, et aussi très chères, avec un système de tickets par attraction. Mais mes enfants aiment bien. Plus loin, à quelques minutes à pied, vous avez la rue Kappabashi, qui est le quartier de la cuisine de Tokyo. Incroyable endroit à visiter, avec plus de 600 magasins consacrés à la cuisine et à la restauration. À l'origine, c'est plutôt pour des professionnels, mais en fait, tout le monde peut y aller, et vous pouvez trouver de la vaisselle, des vrais couteaux japonais, de la déco, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Comptez bien une demi-journée facile pour en faire le tour. Asakusa, c'est aussi et surtout la rue Nakamise, une longue rue commerçante à ciel ouvert qui mène jusqu'au temple. L'entrée avec la Kamina Limon, c'est supposément l'endroit le plus pris en photo du Japon. Devant, vous avez un cortège de pousse-pousse qui emmène les touristes en balade. C'est un poil cher, mais bon, ça peut faire un souvenir et une bonne photo. Et c'est souvent des étudiants qui font ça, donc vous aidez les jeunes, c'est plutôt cool. Aussi, c'est là que se trouve l'office du tourisme, hyper moderne, avec un point de vue en haut sur le temple qui est assez sympa, et c'est gratuit. Et à ce moment-là de ma balade, c'est là que j'ai rencontré Maxence. Alors ça tourne. Vas-y. Est-ce que tu peux me donner déjà ton prénom, me dire ce que tu fais au Japon, et quelle est la partie que tu qu'est-ce que tu préfères au Japon?
Alors moi c'est Maxence, là je suis au Japon depuis environ 2 semaines. Et ce que je préfère au Japon, en ce moment c'est surtout les paysages et les couleurs avec les momiji, etc. C'est vraiment hyper beau, tous les contrastes qu'on peut avoir, un peu la montagne, etc. C'est assez cool. J'enchaîne sur notre question, à quel point tu parles japonais? J'ai fait un peu des cours en dents de scie, 2 ans par-ci par-là, un peu sur internet. Du coup j'ai quelques mots de base, je sais construire des phrases et Ça t'a aidé? ouais, clairement, parce que quand on veut s'éloigner des sentiers battus un peu et aller plus en montagne, faire des randonnées et manger dans des petits restos, c'est mieux d'avoir quelques mots pour pouvoir commander et pour savoir lire. C'est vraiment assez important, je trouve. Ok, merci beaucoup. Je prends juste une seconde pour vous dire que la personne que je viens de rencontrer, qui a à peine 21 ans, alors que c'est pas sa spécialité à la base, il produit ses vêtements. En fait, il est designer, il est créateur, il les confectionne, il fait de la rendu 3D de ses vêtements, il fait tout ça, alors que c'est même pas son champ d'études à la base. Et il est juste incroyable. Après, il faut vraiment se balader dans le quartier parce qu'il y a plein de petits magasins, de petits restaurants dans les rues parallèles, perpendiculaires, adjacentes. L'ambiance des petites rues à l'ancienne est très agréable, mais attention quand même, c'est vraiment pour les touristes. Et entre 2 magasins typiques super sympas, t'as 10 magasins de souvenirs ultra cheap. Et même la bouffe est pas incroyable. Que ce soit les petits stands dans la rue ou les restos, il y a des bonnes adresses comme partout, mais plus qu'ailleurs, je pense, on risque d'être déçu ou de payer trop cher. Par contre, ça a l'air dégueulasse. Une bière au thé vert. Je voulais vous conseiller une adresse de melon de panne, mais j'en ai pris un en passant et il était vraiment pas ouf. Donc franchement, allez dépenser votre argent ailleurs, venez juste ici pour la balade et ne mangez pas là. Le cadre est sympa, mais le melon de panne, déçu. Ah, puisqu'on voit derrière moi, là, j'allais oublier, depuis Asakusa, on a un point de vue assez sympa sur à la fois le siège social de Asahi, c'est un immeuble en forme de boc de bière, Asahi c'est la marque de bière, et à côté, là, sa flamme en or qui ressemble à une merde, ça a été designé par un Français, Stark. Voilà, et derrière, on trouve la plus grande tour de Tokyo, la Tokyo Skytree. Je vais faire vite sur la Tokyo Skytree. Déjà, elle mesure 634 mètres. Je me rappelle toujours parce qu'en japonais, on prononce ça Musashi, qui est l'ancien nom de la région de Tokyo. C'est aussi le nom du Sky Restaurant qu'on trouve à son sommet. J'ai jamais eu l'occasion de tester, mais ça a l'air très classe. Et par très classe, comprenez bon et cher. On peut évidemment monter dans la tour, il y a 2 observatoires. Et à celui qui est tout en haut, on se sent vraiment très petit. Et à l'intérieur aussi, il y a un centre commercial qui est plutôt sympa. Et que je vous conseille plutôt si vous voulez acheter des souvenirs. Plutôt ici qu'à Asakusa d'ailleurs, parce que c'est un peu plus cher, mais c'est quali, c'est pas de la merde. Dernier conseil sur la Tokyo Skytree, n'y allez pas le week-end, c'est un enfer. Ueno, c'est le quartier qui est connu pour ses sakuras et ses pandas. On va pas voir les sakuras parce que c'est que pendant 10 jours de l'année et là c'est pas la saison. Et on va pas voir les pandas non plus parce que le zoo de Ueno, honnêtement, il me rend triste plus qu'autre chose. Je peux pas vous le conseiller. Ceci étant dit, Ueno, ça reste un quartier qui est ultra intéressant à visiter. Il y a plein de trucs à faire. Déjà, le parc, à l'exception du zoo qui est à l'intérieur, est très plaisant à visiter. On y trouve des temples par-ci par-là qui sont gratuits et des musées aussi, dont le musée national et un Starbucks. Ils sont partout les Starbucks aux meilleurs endroits au Japon. On est fin novembre et je suis obligé de tomber la veste tellement il fait chaud. Il fait plus de 20 degrés. C'est la meilleure saison. Octobre-novembre, trop bien. À côté, il y a aussi un lac, une étendue d'eau, on va dire, sur laquelle on peut faire une petite balade en barque ou en pédalo. Généralement, on trouve à côté des stands de nourriture qui sont pas trop mauvais, des trucs un petit peu traditionnels japonais qu'on peut manger dehors. Bon, là, le jour où j'y suis passé, c'était quasiment tout fermé. Ça, c'est la première poubelle que je vois de la journée et elle est à l'envers. Devant la sortie de la gare de Ueno aussi, qui est une grande gare, vous avez un magasin de jouets qui s'étend sur 6 ou 7 étages et qui est juste trop bien. On y trouve vraiment toutes les licences et tous les styles de jouets pour les grands, pour les petits. Tokyo, ça change très vite comme ville, mais ce magasin, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Ueno, c'est aussi 2 voire 3 grandes rues qui longent la voie ferrée, qui sont à mi-chemin entre rue commerçante et marché à ciel ouvert. Et c'est vraiment très agréable de s'y promener. Les rues à Tokyo sont non-fumeurs, on le rappelle. Alors là, il y a plein de petits restos avec des tables dehors. Vous rentrez dans n'importe lequel et ce sera une bonne expérience. Aussi, attention, entre 2 restos, des fois, il y a un sex shop. Donc il faut faire attention où on met les pieds. Et parfois aussi, on pense rentrer dans un magasin de jouets. Et hop,
rayon plus de 18 dès qu'on entre, donc il y a des petits pièges, mais visitez, hein, faites-vous plaisir. Au Japon, c'est pas du tout mal vu les sex shops, au contraire, c'est plutôt frais, sympa, donc pourquoi pas à Ueno, il y en a un petit peu partout. Les trucs à éviter, en vrai, c'est plus les kebabs, et aussi les magasins, surtout ceux qui sont sous la ligne de train, qui vendent des contrefaçons, parce que dans le quartier, il y en a pas mal. Aussi, attention à ce genre de personnes qui attendent debout dans la rue avec des photos de produits là imprimés sur des bouts de papier, qui veulent cette refourguer de la merde, enfin des contrefaçons. Attention, ils parlent français, anglais et japonais, ne leur adressez pas la parole. Et si vous voyez un beard papa par contre, vous pouvez y aller, un petit chou à la crème là pour le dessert, ça passe toujours crème. Chou à la crème, ça passe crème. C'est le petit jeu de mots là, pouf, comme ça, tac. Laissez-moi enlever ça. 3 ans après le début de la pandémie, il y a encore les masques au Japon par contre. Le quartier de Tsukiji, c'est là où il y avait le marché aux poissons, l'ancien marché aux poissons qui a été déplacé il y a quelques années. Et même s'il n'y a plus ce marché principal, il y a toujours un marché extérieur. Et surtout, il y a plein de restos qui sont parmi les meilleurs restaurants de Tokyo, voire du Japon, surtout si on veut des produits frais. Parce qu'il y a un marché avec tous les produits frais encore ici. Et tout ce qui est poisson, tout ce qui est sushi, sashimi, incroyable. Je vais vous montrer 2 de mes adresses préférées. Ichiba Dori, c'est assez facile à trouver, mais il faut s'enfoncer dans la petite ruelle là et regardez tout ce monde qui attend. Au bout, il y a un restaurant qui vend de l'oursin et c'est le meilleur restaurant d'oursin que je connaisse. Il y a à peu près 6 variétés d'oursins différentes qui viennent de tout le Japon et ils ont aussi des sushis qui sont incroyables. J'ai jamais vu autant de monde par contre alors qu'on est en semaine. Ça sent la bouffe partout, c'est une torture. L'avantage de ce quartier par rapport à la majorité des quartiers de Tokyo, c'est que ça ouvre très tôt. On peut venir assez tôt pour manger, se prendre un petit déjeuner, il faut aimer le salé le matin, mais 8h, 9h du matin, il y a déjà du monde, alors que le reste de la ville, c'est plutôt 10h, 11h. Dans cette allée un petit peu sombre, on est 2-3 rues plus loin que la rue principale de Tsukiji. Il y a un restaurant de tempura. Si vous aimez les tempura, si vous voulez essayer un vrai truc de tempura, putain j'adore l'ambiance. Si vous voulez essayer un vrai truc de tempura, ici, tempura Kurokawa. T'as vu, c'est c'est dans le bordel, c'est quasiment entre des poubelles. C'est tenu par 2 petits vieux. On a testé le restaurant avec Louis sur la chaîne TV Louis. Et c'était incroyable. Bon, il y a une coutellerie ici aussi. Et une deuxième ici. Vous l'avez compris, pour moi, il faut absolument prendre le temps de passer à Tsukiji si on aime manger. En plus, c'est juste à quelques minutes à pied de Ginza, un autre quartier très touristique, donc une pierre 2 coups. Ginza, c'est le quartier chic de Tokyo. À une époque, c'est là que le terrain au mètre carré était le plus cher au monde. On y trouve déjà le célèbre théâtre Kabuki, c'est un théâtre traditionnel japonais qui honnêtement est super cool, mais cool 10 minutes, pas 4 heures. Une représentation c'est 4 heures ou 5 heures, c'est très très long, surtout si vous parlez pas japonais, c'est juste interminable en fait. Mais heureusement ici vous pouvez acheter des tickets pour juste une partie de la représentation, un acte, et c'est pas très cher, il n'y a pas besoin de réserver en plus, sauf si vous voulez être vraiment bien placé. Et le Kabuki c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc pourquoi pas ne pas essayer ici. Après Ginza c'est surtout le luxe, Louis Vuitton, Cartier, Chanel, tout ça. Si vous allez au Matsuya Ginza qui est juste derrière moi, au sous-sol il y a un supermarché et il y a tout le temps plein d'échantillons gratuits. Vous pouvez vous balader comme ça dans les allées et ils vont te donner plein de petits amuse-bouches, des trucs. Tu peux presque te faire un repas si tu as de la chance. Allez tester et c'est que des bons produits, c'est trop bien. Petite astuce comme ça de rat. Le week-end, la grande rue elle est fermée aux voitures, c'est très agréable de s'y balader. L'architecture des bâtiments aussi est très intéressante, les gens sont très bien habillés, donc c'est sympa, surtout s'il fait beau, mais pas vraiment mon style de magasin ni mon budget. Disons qu'il en faut pour tous les goûts. Moi je m'appelle Clément. Et moi je m'appelle Solveig. C'est la première fois que vous venez au Japon? C'est la deuxième, ouais. Deuxième fois. Est-ce que vous avez une adresse, un lieu qui vous a plu en particulier, un quartier à recommander peut-être? Alors moi dans mon cas ça serait Ueno. C'est là où je suis allé pour la première fois dans mon premier voyage, là j'y suis forcément retourné. Et puis les petits quartiers à côté pour les restos. Ta nourriture préférée? Je pense que c'est le tonkatsu ramen, bien gras. Et toi, t'as un quartier en particulier? Oui, j'aime énormément le quartier de Mitaka parce que c'est un peu résidentiel, il y a plein de jolies maisons, il y a un beau parc, il y a aussi le musée Ghibli, les films d'animation me touchent énormément. Vous parlez japonais ou pas du tout? Quelques mots. Vraiment à zéro. Très proche de zéro. La politesse. Dans l'ensemble, on arrive à voyager, mais c'est vrai que avoir un lien avec les Japonais, c'est pas facile. On a souvent eu des situations où on aurait aimé réussir à dire quelques phrases. Moi, j'ai l'exemple justement pour mes ramen. Je voulais absolument qu'ils soient bien gras avec des nouilles dures. Et a priori, la serveuse préférait me donner un bouillon plus soft. Du coup, là, ça m'aurait sauvé 2-3 mots de japonais. Quand on essaye de créer un lien, ça peut créer des situations bizarres.
Par exemple, on était dans un bar un soir et j'avais vu sur la carte qu'il y avait du crocodile. Et en fait, pour rigoler, j'ai demandé à la serveuse « Ah, il y a du crocodile sur la carte ?» Et en fait, elle est tout de suite allée demander au chef s'il pouvait nous en faire. Et c'était un peu la panique pour expliquer après que c'était pas sérieux et qu'on voulait pas non plus être impoli. J'ai pas d'adresse coup de cœur à partager à Ginza, mais en marchant un petit peu plus, en allant vers Hibiya et Yurakucho, vraiment à côté, on trouve déjà le palais impérial, qu'on ne peut visiter que 2 jours par an, c'est le 2 janvier et le jour de l'anniversaire de l'empereur, en ce moment c'est le 23 février apparemment, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. À Yurakucho, vous avez plein de bons restaurants, c'est abusé. Tu longes la voie ferrée et là c'est la fête, il y a des petits magasins de tout de rien et c'est trop bien, c'est là qu'il faut venir. Surtout le soir, il y a une bonne ambiance. Si j'ai une bonne adresse à vous donner, c'est une découverte que j'ai faite avec Louis pour la chaîne TV Louis, c'est Ciao Ciao. C'est un restaurant de gyoza qui est juste incroyable. Oh là là, oh là 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 là. Et pas loin non plus, si vous voulez vous faire un petit kiff, c'est mon petit plaisir dans la vie, il y a un centre commercial avec dedans un bar à caviar, un bar prunier, c'est français du coup, mais c'est incroyable. Vous prenez des petits morceaux de saumon comme ça avec du caviar dessus et c'est un régal, c'est un budget, mais vous allez vous en rappeler toute votre vie. Faites l'expérience au moins une fois et dites-moi. Tsukiji Ginza et Yurakucho, ça peut se faire en une journée facile à pied. En plus, à une station de train de là, vous arrivez à Tokyo, la gare de Tokyo, j'entends, qui est beaucoup moins touristique, c'est plus business, mais avec aussi quelques restaurants sympas, on peut s'y balader un petit peu. Souvent, on y passe pour prendre le Shinkansen, le train à grande vitesse. Oko Kitchen, je le connais pas celui-là. Nouveau quartier, nouvelle ambiance. Remarquez comme tous les quartiers sont radicalement différents jusqu'à maintenant. On arrive ici dans le quartier du hobby de Tokyo. Avant c'était le quartier de l'électronique qu'on appelait ça, puis c'est devenu le quartier un peu des mangas et des jeux vidéo. Mais en général, c'est mieux de parler de quartier du hobby. C'est là que vous allez venir acheter vos figurines et vos jeux rétro. Akihabara, qu'on appelle aussi Akiba, c'est un des endroits de Tokyo qui change le plus et le plus vite. À part quelques adresses très connues comme Super Potato pour les jeux rétro, ça devient vraiment difficile de conseiller des endroits. J'avais fait à une époque une liste de mes lieux préférés il y a quelques années et plus de la moitié ont fermé, c'est une catastrophe. Et puis avec le Covid, le changement a été encore plus dramatique. Bon, il y a quand même quelques piliers, quelques valeurs sûres qui sont toujours là, comme le grand Mandarake pour acheter des jeux et des jouets d'occasion. Il y a le Pop Life Department Store qui est peut-être le sex shop, enfin le magasin pour adultes le plus fun de la planète. Et bien sûr, c'est un classique, il y a l'immensissime Yodobashi Camera qui est le plus grand magasin d'électronique du monde. C'est aussi ici que tout ce qui est Med Café, etc. ça se passe. Et puis il y a plein de petites boutiques partout. Il faut pas hésiter à rentrer, à monter dans les étages. Surtout si vous voulez faire des affaires ou si vous cherchez quelque chose en particulier, il faut pas rester que dans les grands magasins, mais chiner, aller un petit peu à droite à gauche, prendre son temps. Pas loin à pied aussi, il y a le sanctuaire Kando Myojin qui est assez particulier, que j'aime beaucoup. D'apparence, il est plutôt classique, mais on y trouve des ema, qui sont des plaquettes de bois qui servent de support pour envoyer des messages de remerciement ou des prières adressées aux dieux, qui sont décorés par les visiteurs aux couleurs de personnages de manga, et c'est trop stylé. Les gens dessus dessinent trop bien, ça rend une ambiance... c'est là que le Japon, entre tradition et modernité, prend vraiment tout son sens. Ochanomizu, j'ai pas eu l'occasion d'y repasser, excusez-moi, mais c'est juste à côté de Akihabara, et c'est pas un quartier forcément hyper touristique, mais je vous signale quand même son existence parce que c'est le quartier au Japon de la musique et du sport. Il y a une rue qui est pleine d'instruments de musique, mais vraiment il y a de tout, il y a beaucoup de guitaristes qui vont là-bas, mais pas que, si vous cherchez un violon, une trompette, n'importe quoi, du neuf, de l'occasion, il y a tout ce que vous voulez, et une rue perpendiculaire qui est là, pleine de magasins de sport, et c'est là que je vais pour acheter tout le matériel de plongée, de ski et des choses comme ça. Si vous jouez de la musique ou que vous avez des hobbies en rapport avec le sport, du skate, n'importe quoi, ou que vous allez partir au ski, peut-être au Japon, c'est là qu'il faut aller pour aller prendre son matos. Cette liste, c'est peut-être un petit peu tard pour le dire, mais c'est pas dans l'ordre d'importance. Les quartiers les plus populaires sont encore à venir, j'en ai pas parlé. Roppongi, c'est un quartier assez connu qui est sur la ligne de métro Hibiya. Incroyablement pratique cette ligne, elle passe par la plupart des quartiers qu'on vient de voir, Ueno, Akihabara, Tsukiji, Ginza. Roppongi, c'est assez spécial comme quartier, il y a vraiment deux ambiances. Il y a le Roppongi de la nuit, où t'as tous les étrangers qui viennent draguer des japonaises qui cherchent des étrangers. Disons que c'est le quartier de ceux qui ont faim, et il a pas une très bonne réputation. C'est un des deux quartiers aussi où il vaut mieux rester sur ses gardes le soir, pas forcément dans la rue ou dans les bars, c'est chill, mais dans les boîtes ou avec des rabatteurs, ou enfin faut pas être parano, mais on a plus de chances ici qu'ailleurs de faire de mauvaises rencontres. Par contre la journée, c'est un quartier des affaires et de shopping qui est très classique, très agréable, très frais,
même. Le point central, c'est l'énorme Mori Tower qui abrite un centre commercial qui est plutôt chic et aussi quelques bons restaurants et aussi pas mal de bureaux et de sièges d'entreprise dont beaucoup sont internationaux. Le YouTube Space par exemple est situé dans cette tour et la tour fait partie d'un complexe qui est plus grand qui s'appelle Roppongi Hills. À l'image de ce qui se fait beaucoup maintenant à New York, l'idée c'est de concentrer tous les gens qui sont assez aisés, qui travaillent en centre-ville pour les grandes entreprises et ça fait à la fois logement, bureau, restaurant, parc, divertissement, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et effectivement, sont concentrés ici plein de magasins, musées, cinémas, hôtels. C'est hyper moderne. Pas loin, il y a le complexe Tokyo Midtown aussi qui est beaucoup moins connu et moins touristique, mais très similaire aussi avec une grande tour et puis tout ce qu'il faut pour travailler, vivre, se divertir. Et bientôt, en 2023, sera fini le Toranomon Azabudai District qui est fait par les mêmes développeurs que Roppongi Hills et qui sera dans la même idée mais encore plus grand avec une tour encore plus haute qui sera d'ailleurs la plus grande du Japon. Et d'ailleurs pour 2000 yens on peut accéder au point de vue à l'observatoire qui est tout en haut de la Mori Tower. Y'a personne, putain je suis tout seul. Je sais même pas pourquoi je chuchote en vrai parce que... On a une magnifique vue sur l'ensemble de Tokyo et aussi sur la construction de cette fameuse tour qui sera la plus grande du Japon. Remarquez que nous sommes aussi très proches de la tour de Tokyo qui sera notre prochaine étape. Grosso modo, la tour de Tokyo fait la même taille que la tour Eiffel, 333 mètres contre 330 mètres pour la tour Eiffel. Bon, elle fait 3 mètres de plus, mais elle pèse 2,5 fois moins. Et c'est vrai que d'en bas, elle a pas l'air aussi large et aussi solide. On dirait un peu qu'elle est faite en allumette, même, mais elle est plutôt jolie. Le problème, c'est surtout qu'elle est un petit peu reculée, c'est un peu chiant de venir ici. Même depuis Roppongi, on a l'impression que c'est à côté, mais on met facilement 30 minutes. Et en chemin, entre les deux, il n'y a pas grand chose, à part l'ambassade de Russie. À l'intérieur de la tour de Tokyo, la Tokyo Tower, on trouve un petit centre commercial avec des magasins et restaurants, c'est pas exceptionnel. Et puis il y a le point de vue qui est sympa aussi, moins cher que la Mori Tower si on s'arrête au premier étage, mais plus cher, 3000 yens si on veut aller tout en haut. Franchement, c'est sympa, mais est-ce que ça vaut la peine de faire un détour? Peut-être pas si vous n'avez pas beaucoup de jours sur Tokyo. Le point de vue de la Mori Tower est plus sympa, parce que généralement, avec beaucoup moins de monde déjà, et en plus on peut voir la Tokyo Tower, alors que depuis le haut de la Tokyo Tower, on ne peut pas voir la Tokyo Tower. Je crois que c'est une secte ça, si je dis pas de conneries. Par contre, ce qui est sympa à la tour de Tokyo, si vous êtes un petit peu joueur, vous pouvez faire le challenge de monter et ou descendre par les marches. Ça fait un petit peu de cardio, c'est très cool. Pour descendre, il y a 600 marches et ça prend à peu près 8 minutes. On va voir en combien de temps j'arrive à le faire. Enfin au centre-ville de Tokyo, le hub de la ville avec sa fameuse station de train qui est la plus grande du monde. On peut y passer des heures dedans tellement c'est rattaché à des centres commerciaux, des passages souterrains, des galeries, des machins. J'ai fait une vidéo où j'ai passé 24 heures à l'intérieur et j'ai même pas vu 10% du truc. C'est immense et incroyablement difficile de s'y retrouver. Bon, en général tout est indiqué en anglais, il n'y a pas besoin de savoir lire le japonais pour s'aiguiller dans une gare japonaise, du moins en ville. À la campagne, c'est un petit peu plus chaud, mais si vous voulez demander votre chemin quelque part, vous pouvez parler anglais aux personnes qui sont au guichet des gares, mais pour le reste, il y a une chance sur deux que l'anglais ça passe pas, que ce soit 100% japonais. Rosetta Stone, je vous dis ça vraiment parce que Shinjuku c'est un enfer des fois pour s'y retrouver, mais il faut y aller, ça fait partie aussi du charme de se perdre un petit peu partout, de prendre les mauvaises sorties, de se dire merde comment je fais pour traverser la rue, etc. Shinjuku ça se divise en plusieurs parties. À l'ouest, tu as le centre des affaires avec les immeubles, des banques, des assurances et aussi certains grands hôtels comme le Keio Plaza et ses 1400 chambres ou le Park Hyatt qui a été rendu célèbre par le film Lost in Translation. Il y a un bar ultra stylé au dernier étage pour faire un date, c'est incroyable, avec une vue sur la ville, la petite coupe de champagne, etc. Ou pas forcément de l'alcool d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'alcool dans la vie? La réponse est non. Juste à côté, vous avez la mairie de Tokyo, qui est la plus grande mairie du monde, elle est ultra stylée. On peut monter aussi gratuitement au sommet, et c'est le meilleur observatoire gratuit de la ville. C'était fermé pendant le Covid, pendant plus de 2 ans, mais en septembre de cette année, 2022, ils ont réouvert une des 2 tours, on peut y réaccéder pour voir toute la ville. C'est un petit peu loin, mais si vous êtes dans le coin, pourquoi pas. En vrai, le coin est très joli, c'est impressionnant.
impressionnant même si on n'a pas l'habitude de voir de grands immeubles, mais je trouve ça aussi un petit peu stérile, avec un côté presque trop propre et trop calme. C'est plutôt fait pour y passer en voiture que pour se balader à pied, je pense. Par contre, vous allez côté est de la gare, et là c'est la surenchère de couleurs, d'animation, d'écran partout, très japonais des films. On est dans le coin de Shinjuku là, qui est vraiment fait pour sortir, le shopping la journée, les bars et les restaurants le soir. D'ailleurs, je crois que c'est l'endroit du monde avec la plus grande concentration de restaurants, il y en a partout. Tous les panneaux que vous voyez sur les immeubles, ça indique en général des restaurants. Il y a une très grande rue avec plein de grands centres commerciaux et de grands magasins qui s'enchaînent. Dans le coin, je vous conseille une adresse, c'est le 4 Café Matcha. Matcha? Mocha? Mocha. C'est un café à chat, les fameux, mais attention, ils se valent pas tous, loin de là, et celui-là il est vraiment top, question ambiance, et aussi on voit bien que les animaux ils sont heureux et bien traités. Surtout ce qu'on trouve aussi dans le coin, c'est le Kabukicho, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le quartier chaud de Tokyo, c'est là qu'on trouve toute la prostitution qui est destinée aux touristes, il y a beaucoup de love hotel. L'hôtel Matsuki que je ne vous conseille pas. Le plus souvent, c'est géré par des yakuza, c'est vraiment le truc cliché. Alors attention là-bas aux rabatteurs, aux endroits louches, à tout ce qu'on peut mettre dans votre verre quand vous regardez pas. C'est vraiment l'endroit de Tokyo où la nuit, vous risquez le plus de problèmes et la police en a rien à foutre. Elle est là, hein. Elle est dans le quartier, c'est peut-être l'endroit de Tokyo où vous la verrez le plus patrouillée. Elle est littéralement presque à tous les coins de rue, même le jour. Peut-être même d'ailleurs surtout le jour, mais si vous avez des problèmes, comptez pas trop sur elle en général, donc faites attention. Là non plus, encore une fois, pas de parano, si vous passez juste pour voir comment c'est, pour aller dans un resto, il y a absolument aucun risque. En fait, les risques ils varient en fonction du but de votre visite, plus ça tend vers le sexe, tiens, ça tend sexe, j'avais jamais... plus ça tend vers le sexe, et plus vous retrouvez le risque de vous retrouver à poil le lendemain dans une petite ruelle. Voilà. Pour les japonais, et surtout les japonaises, le Kabukicho c'est aussi l'endroit où on trouve les bars à host. J'en ai déjà consacré une vidéo entière, mais pour la faire courte, c'est des endroits où les filles viennent boire avec des garçons dont le seul et unique but, c'est de leur faire dépenser le plus d'argent possible par n'importe quel moyen possible, et ça n'est même pas caché. C'est fou, il y a même marqué jusqu'à combien ils rapportent d'argent par an. Plus d'1 million par an pour ces deux-là. C'est un système qui joue sur la solitude des gens, qui entraîne plein de dérives, qui mène des filles à la prostitution, au suicide. Bref, c'est dégoulinant de merde comme endroit, mais il y en a plein et de plus en plus, c'est vraiment dingue. Derrière le Kabukicho, si on continue de marcher, on tombe sur le quartier coréen. Je suis pas vraiment fan, mais si vous aimez la K-pop et le maquillage, vous allez adoré. Après à Shinjuku, on trouve aussi bien sûr des 7-Eleven comme partout à Tokyo et au Japon. C'est la plus grande enseigne de combini ouvert 24 heures sur 24 qu'il faut absolument essayer parce que c'est trop bien. Il y en a vraiment partout, hein. Mais si je vous en parle maintenant, c'est qu'à côté il y avait un distributeur de glace 7-Eleven qui est aussi vraiment très sympa à tester, surtout en été, vous imaginez. Par contre, vous voyez là, je voulais m'en acheter une de glace et j'ai pas de monnaie en fait. Ça prend pas la carte, ça prend pas paiement par son contact téléphone, etc. Ça prend que des billets et des billets de 1000 yens. Moi j'ai des billets de 5000 et 10 000 là dans la poche et je peux même pas m'acheter une glace. Ça c'est un problème au Japon où il faut toujours avoir du cash et surtout des billets de 1000 yens, même pour un parking à vélo, pour un parking de voiture, un truc comme ça. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Le distributeur d'à côté, tu vois, lui il a un système de paiement où je peux utiliser ma Suica, ma Nanako, mes trucs comme ça. Ça va être trop bon. Au sud de la gare de Shinjuku, par contre, ambiance totalement différente. Alors là, tout a été refait à neuf ces dernières années. Ça vient d'être fini. On a rajouté un centre commercial rattaché à la gare parce que la douzaine qu'il y avait déjà, ça suffisait pas. Dehors, il y a une petite oasis comme ça pour se relaxer, pour échapper un petit peu à la frénésie du quartier. On peut regarder les trains passer, c'est très cool. On voit tout au fond le Times Square et à l'intérieur, il y a un Takashimaya. C'est un grand magasin qui est très sympa à visiter, dans lequel on trouve de tout, mais surtout les fans de papeterie japonaise. Je sais qu'il y en a beaucoup. Apprécieront parce qu'il y a un choix dément. Luxe Lobster, je vais aller manger là parce que je suis passé devant et ça sent trop bon. Je peux juste, c'est pas possible que je m'arrête pas. C'était pas si ouf, Lobster Roll était bon, mais pas à la hauteur des odeurs et du prix. Shinjuku c'est aussi, et je finis là-dessus pour ce quartier, un petit peu plus loin le parc Gyoen qui est payant mais très joli avec un petit jardin à la japonaise et puis pas mal d'espace. Et juste à côté, mon burger préféré, le Chati Chati, vous connaissez, je reviens pas là-dessus. Quartier suivant.
Depuis Shinjuku, on est à 2 stations de Harajuku, quartier des jeunes et de la mode, mais pas que, c'est un incontournable à Tokyo, vraiment. Là, vous voyez que je viens juste de louper le train, mais pas de souci, il y a un train toutes les 2 ou 3 minutes. La ligne verte, c'est la ligne Yamanote qui fait un cercle tout autour de Tokyo en passant par la plupart des grands quartiers. Elle est vraiment ultra pratique. Harajuku, c'est vraiment le quartier où il faut aller le dimanche. La première chose à faire, c'est de visiter le Meiji Jingu. C'est le deuxième très grand temple de Tokyo, vous vous rappelez. Il est situé dans un très grand parc, hyper rafraîchissant en été avec plein d'ombres et des grands arbres. C'est des arbres qui viennent de tout le Japon et c'est un des temples, le Meiji Jingu, qui accueille le plus de visiteurs au monde, surtout pendant le Nouvel An où il y a 1 million de Japonais qui viennent faire la queue durant des heures. C'est une tradition au Nouvel An. C'est pareil à Asakusa d'ailleurs. Si vous êtes là pendant cette période, allez faire un tour, vous allez voir, c'est assez dément. Le week-end et le dimanche en particulier, vous avez à peu près 100% de chance de tomber sur un mariage traditionnel japonais, voire plusieurs en même temps. Et c'est assez sympa, c'est joli à voir et c'est gratuit. Donc un petit peu de Japon traditionnel gratuitement, ça fait toujours plaisir. L'activité à essayer là-bas, c'est peut-être d'écrire un message aux dieux sur les fameuses plaquettes en bois, les ema dont on parlait plus tôt. C'est payant, mais à faire une fois dans sa vie, pourquoi pas. Ok, est-ce que tu peux me donner ton prénom s'il te plaît? Alors, je m'appelle Léa. Ok, Léa, est-ce que tu as une adresse ou un endroit qui t'a plu particulièrement à Tokyo? J'ai beaucoup aimé le quartier de Shinjuku, où voilà, vraiment bon, beaucoup de monde, etc. Mais l'ambiance incroyable, vraiment. Shinjuku et la plupart des temples, et notamment ici à Meiji Jingu. On vient de voir en plus un mariage, enfin incroyable, mais il y a quelques minutes, il y avait un mariage au niveau du temple et tout, donc franchement, c'était super. Quel est ton niveau de japonais? Franchement, c'est très 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 basique. Je sais dire les politesses, etc. Mais franchement, enfin, je parle pas du tout japonais. Et ouais, que les bases de la base. Mais ça va quand même pour voyager? Tu fais quoi? Tu parles anglais? Comment tu te débrouilles? C'est un peu compliqué, heureusement que mon copain lui parle japonais. Et du coup, moi je parle bien anglais, mais je me rends compte qu'au Japon, c'est pas facile. Et il y a eu plein d'hôtels où ça parlait pas du tout anglais, c'était un peu compliqué de communiquer. Du coup, ouais, heureusement que mon copain parle japonais parce que sinon ça aurait été difficile, vraiment. Merci beaucoup, très gentil. Pas de soucis, merci à toi. À côté, vous avez le parc Yoyogi. Alors là, pareil, il faut venir le dimanche. Déjà parce que le dimanche, il y a les rockers. Quand il fait beau, en tout cas. Les rockers, c'est plusieurs groupes rivaux. Ils sont 2 ou 3 et ils se testent à la danse, au rock. C'est les années 50-60 aux États-Unis. Bon, le week-end dernier, quand je suis passé, ils se testaient surtout à la bière et la cigarette, mais on va dire que je suis passé pendant leur pause dans le parc lui-même qui est vraiment très grand. On peut voir tous les amis, les familles qui se regroupent pour passer du bon temps. Il y a parfois des moments sympas, des clowns qui s'entraînent à jongler, des groupes qui répètent. C'est vraiment très bonne ambiance. Et pendant les Sakura, c'est le spot de la ville avec aussi Ueno qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a plus une place au sol sous les cerisiers en fleurs tellement tout Tokyo vient pique-niquer ici le week-end et l'ambiance est top. Bon, là, ça fait 3 ans avec le Covid que c'est interdit, mais l'année prochaine, on croise les doigts, on touche du bois, on fait ce qu'on veut. Harajuku, c'est aussi évidemment la Takeshita Street, qui est l'endroit peut-être le plus connu du quartier. C'est une rue surbookée avec des magasins de fringues et de la bouffe. Certains week-ends, il y a tellement de monde qu'on peut à peine circuler, mais c'est vraiment ça qui fait le charme du quartier. Par contre, le quartier a pris un coup magistral durant le Covid. Il y a peut-être la moitié des enseignes qui ont fermé. C'était hyper triste même à voir jusqu'à l'été 2022. Et là, seulement cette dernière semaine, fin 2022, la rue commence à revivre et ça fait du bien. Alors les fringues, c'est pas pour tout le monde, c'est très jeune dans l'esprit et c'est aussi très petit en taille, donc pour les étrangers ça fit pas toujours. La bouffe, c'est souvent un scandale. C'est beau et c'est fun, mais la plupart du temps, c'est généralement, c'est pas ouf, voire carrément dégueulasse pour certains trucs. Mon conseil, c'est d'éviter tout ce qui a l'air bizarre et aussi toutes les couleurs arc-en-ciel. Il y a des trucs très bons aussi dans la rue. En gros, bon courage pour tomber sur des trucs bons au milieu de tous les trucs dégueulasses. Puis il y a des trucs aussi classiques et un petit peu safe, comme par exemple les crêpes. C'est le quartier des crêpes japonaises, avec au milieu de la rue Takeshita le fameux Marion Crêpe, qui est le stand de crêpes le plus connu du Japon, où il y a tout le temps la queue. Aussi attention à ce genre de personnes qui attendent debout dans la rue avec des photos de produits là imprimés sur des bouts de papier qui veulent s'être refourgués de la merde, des contrefaçons. Attention, ils parlent français, anglais et japonais, ne leur adressez pas la parole. Par contre, pour moi, c'est une fois sorti de la rue que le quartier devient le plus sympa. On traverse la route et il y a plein de petits magasins sympas. Personnellement, j'achèterais rien par exemple dans la rue Takeshita, mais là-bas dans les petits magasins, les petites adresses,
Omotesando, c'est un autre quartier du luxe qu'on surnomme les Champs-Élysées japonais. Il est séparé de Harajuku d'une seule rue et j'appelle cet endroit, enfin le carrefour qui est à côté, j'appelle ça le carrefour des belles bagnoles. C'est obligé de voir passer des voitures de sport ou du moins des voitures qui attirent l'attention au rythme de peut-être le week-end, une toutes les 30 secondes, même pas. Donc très sympa si vous aimez les voitures. Il y a aussi à ce carrefour un centre commercial qui est plutôt récent avec un rooftop sympa, un Starbucks, et à l'opposé un autre centre commercial en construction. On pense qu'il va être sympa aussi, on verra. La rue Omotesando, c'est surtout des boutiques de luxe, du coup on connaît les noms, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi par exemple un Kiddyland qui est le paradis de la mignonitude, et comme pour Harajuku, c'est pour moi les petites rues qui sont à côté, qui sont bien plus sympas pour se balader, pour faire du shopping, avec des petits créateurs, des ateliers, des petites boutiques. Incroyable ce magasin Tintin, mais putain, qu'est-ce que c'est cher. Waouh. Je reviendrai quand je voudrais me faire un cadeau, mais vraiment... D'ailleurs, depuis Kiddyland, à côté, vous avez une rue perpendiculaire à Omotesando, qui est une rue commerçante qui est très très sympa, très très grande, et qui mène directement à Shibuya, et c'est là qu'on va aller. Les petits détails qu'on aime. Shibuya, c'est l'un des plus gros quartiers de Tokyo et je pense que c'est l'un des meilleurs endroits à visiter, que l'on soit touriste ou non d'ailleurs. C'est le quartier de Tokyo qui a le plus évolué ces dernières années et en bien, je trouve. Si on arrive depuis Harajuku en marchant à peu près 10 minutes, on tombe sur le Miyashita Park. C'est un énorme centre commercial tout neuf qui a ouvert à l'été 2020 qui occupe plusieurs pâtés de maison. Au premier étage, vous avez toutes les boutiques de luxe, on les cite même plus. Et au-dessus, vous avez un petit peu de tout, des restaurants, des magasins. C'est assez sympa de s'y balader. Et au sommet, surtout, vous avez un énorme rooftop et tu peux aussi bien t'asseoir pour manger que t'amuser avec tes enfants. Il y a même une plage artificielle et un skatepark et tout ça en plein centre-ville, donc c'est assez cool, avec aussi les trains qui passent à côté puisque on est très proche de la gare. Si vous êtes déjà venu à Shibuya mais pas depuis le Covid, vous n'allez pas du tout reconnaître cette partie de la ville. Ils ont vraiment tout refait en entier. On arrive à la gare de Shibuya, le centre un petit peu, et tout ce qu'il y a autour de moi là, c'est nouveau. Ils se sont dit, là c'est simple, on va tout refaire. Le bâtiment Icarier là qui est derrière moi, c'était un des premiers à pousser, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans. Celui-là là derrière, il est neuf aussi, l'autre à côté il est pas fini. Et il y a encore plein de travaux. Putain, c'est bruyant par contre, on s'entend pas. Alors autant là je suis dans le nouveau Shibuya, mais si je passe juste le pont qu'il y a là, j'arrive dans le Shibuya que tout le monde connaît, enfin le Shibuya classique. Shibuya c'est grand, c'est très grand, il y a beaucoup de choses à faire, faut se balader. Et on passe sur le fameux Shibuya Crossing. Là, tout le monde a des caméras, des machins comme ça pour filmer parce que c'est supposément l'endroit où on traverse la route où il y a le plus de gens qui traversent. Enfin, le plus grand... Putain, j'ai pas mes mots, merde, je vais le trouver. Intersection, la plus grande intersection. Vous pouvez faire par exemple le méga Don Quijote où tu peux acheter plein de trucs, aussi bien des Kit Kat japonais que des tables de jardin ou des Rolex. Il y en a partout à Tokyo et au Japon, mais si vous connaissez pas, essayez celui-là. Mais pour moi, l'endroit à ne pas louper là-bas, c'est vraiment le nouveau Parco. C'est encore un grand centre commercial tout neuf, sauf que là-bas, il y a un 6e étage. Et à ce 6e étage, vous allez, je vous le promets, faire chauffer la carte bleue. C'est déjà là qu'on trouve le premier magasin officiel Nintendo du Japon. Ils ont enfin compris, il est vraiment bien, même si on n'est pas extra fan de Nintendo, ça fait vraiment plaisir de rentrer dedans je pense. En plus en face, il y a un Pokémon Center, à côté il y a une boutique officielle Capcom, il y a un Jump Shop et d'autres choses en plus. Bref, c'est vraiment l'étage pour les fans d'animés, de jeux vidéo. Tu te retrouves là-bas, vraiment, tu as intérêt à avoir de la thune sur ton compte en banque, je vous le dis. Et puis toujours au sommet, il y a le petit rooftop sympathique où on peut se défouler les jambes, prendre un verre, etc. Bref, quartier incroyable, Shibuya. Et là, c'est que le jour parce que le soir, le quartier change complètement. C'est le quartier des jeunes qui sortent, les boîtes de nuit, les bars, les concerts. Alors, je connais pas du tout parce que moi, le soir, je suis plus Netflix que concerts et bars. Mais ceux qui aiment vivre la nuit iront à Shibuya. Alors non, on n'a pas fini, il reste encore beaucoup de quartiers à explorer, mais à partir de maintenant, on va aller un petit peu plus vite. Ikebukuro, c'est un des plus grands quartiers de Tokyo aussi, pas le plus moderne, mais tout de même très animé et dans lequel on prend beaucoup de plaisir à se balader. La station de train est énorme, elle aussi, c'est la 2e plus grande de la ville d'ailleurs. Et encore une fois, l'attraction principale, c'est un centre commercial, le Sunshine City. Si vous aimez les gashapon, les capsules toy japonais, c'est là-bas qu'on trouve le plus grand magasin de gashapon du Japon, et donc j'imagine du monde. Et aussi, il y a le sympathique
Namja Gyoza Stadium. C'est un espèce de parc thématique autour de la nourriture et principalement, vous l'avez compris, des gyoza. Le décor est cool, les gyoza sont cool, donc c'est assez sympa de s'y arrêter. Il y a beaucoup de centres commerciaux à Tokyo, vous commencez à le comprendre, mais ils se démerdent toujours pour se différencier les uns les autres. Il y a toujours ce truc qui fait que, même si t'es pas fan de shopping, il y a toujours un truc qui fait que j'ai envie d'aller dans ce centre commercial plutôt que dans celui-là, un magasin en particulier, un restaurant en particulier. Ils sont trop forts. J'ai pas eu l'occasion de retourner à Odaiba ces derniers jours, le temps m'en a empêché dans tous les sens du terme, hein. Le manque de temps mais aussi la météo, parce que c'est vraiment un endroit qui se visite que quand il fait vraiment beau. Odaiba, c'est une île artificielle qui est consacrée vraiment au divertissement, encore un endroit qui pour le coup est en plein changement. On sait pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire encore, mais tout ce qu'on voit c'est que ces 2 ou 3 dernières années, il y a beaucoup d'endroits qui ont disparu et on sait pas encore ce qu'ils vont mettre à la place. Il y avait un parc sur le thème des onsen qui était très sympa, un musée aussi gratuit avec des automobiles anciennes, le Team Labs qui était très sympa aussi, une grande roue, des outlets. Donc il y avait plein d'endroits que j'aurais pu conseiller il y a quelques temps qui maintenant n'existent plus. Qu'est-ce qui reste du coup? Eh ben il reste des centres commerciaux encore. Et pourquoi est-ce qu'ils valent le détour ceux-là? Eh ben il y en a un qui se démarque par exemple, Diver City, en ayant un Gundam grandeur nature qui s'anime devant. Voilà, maintenant je suis sûr que vous avez envie d'aller le voir pour le prendre en photo et puis d'aller manger un petit truc dans le centre commercial. Je dis, ils sont très forts pour attirer les gens. Il y a un autre centre commercial à côté où il y a un parc intérieur Sega, le Sega Joypolis. Il y a un autre centre commercial où à l'intérieur il y a un Taco Bell et moi je suis capable de me déplacer pour un Taco Bell. Ils sont pas très fréquents à Tokyo. Sinon Odaiba c'est très bien pour une sortie romantique. On a des bons restaurants, on peut faire une petite balade près de l'eau, on a une belle vue sur l'ensemble de la ville avec notamment le Rainbow Bridge qui est illuminé, la Tokyo Tower dans le fond. Il y a aussi des musées et puis de temps en temps des events et des choses comme ça. Mais vraiment là où j'adorais Odaiba il y a quelques mois, années, j'ai plus vraiment de raison d'y retourner maintenant pour être honnête. Donc c'est bien d'y passer mais c'est moins bien qu'avant et j'imagine moins bien que demain. À Tokyo, il y a encore plein d'autres endroits, évidemment, qui valent le détour, mais pas forcément pour le quartier en particulier, pour un endroit spécifique de ce quartier. L'exemple typique, c'est Mitaka, comme nous disait Solvay tout à l'heure, où on trouve le musée Ghibli. C'est vraiment éloigné du centre, mais beaucoup seront d'accord de dire que ça vaut quand même le détour. Attention d'ailleurs de réserver vos billets avant de partir au Japon, parce qu'on peut pas acheter sur place les billets pour le musée Ghibli. Sur le chemin entre Mitaka et le centre-ville, vous avez aussi Nakano, où on trouve Nakano Broadway. C'est un espèce de centre commercial mais pas vraiment, enfin c'est un centre commercial à l'ancienne, absolument pas moderne pour le coup, dans lequel vous trouvez notamment 2 étages de mandarake, où il y a des mangas, des jouets d'occasion, des figurines. C'est bien plus authentique, j'ai envie de dire, que Akihabara, même si ça devient de plus en plus un endroit pour acheter plutôt des montres extrêmement chères, parce que c'est aussi le quartier de l'horlogerie. Donc si vous êtes fan et que vous avez les moyens, que vous voulez une belle montre, c'est aussi là-bas que ça se passe. Ryogoku, c'est le quartier des sumo, si on veut voir un tournoi de sumo, ou alors quand c'est pas la saison, des entraînements, pourquoi pas. Ensuite on a Akasaka que je vous conseillerais juste pour le restaurant Ninja Akasaka, qui est pour moi l'une des meilleures adresses au Japon. C'est le meilleur restaurant à thème en tout cas de la ville, autant pour l'ambiance que la nourriture. On a aussi le Tokyo Dome qui peut être sympa, qui mélange stade, centre commercial et parc d'attractions avec un grand 8 qui passe à l'intérieur du centre commercial, etc. Bref, c'est sympa pour passer une bonne journée en famille. Je vais citer aussi Kagurazaka, pourquoi pas, qui est le quartier français. Je mentionne son existence, mais en tant que touriste, je sais pas si ça a un grand intérêt d'aller là-bas. Shimokitazawa, en revanche, est un quartier très sympa qui vaut le détour. C'est le quartier hipster de Tokyo. C'est là-bas qu'on a toutes les friperies, les restaurants vegan, les bars à musique. Vraiment l'atmosphère est sympa et surtout les Japonais qui fréquentent le quartier là-bas sont très chaleureux. Vraiment on voit qu'ils sont ouverts sur le monde. C'est peut-être dans ce quartier-là que vous avez le plus de chances de tomber sur quelqu'un qui parle bien anglais et de faire des rencontres spontanées. Donc Shimokitazawa, très cool. À l'opposé totalement, il y a Sugamo qui est le quartier des vieux. C'est le quartier préféré de Ichiban Japan. C'est le seul argument que j'ai pour vous le vendre. Enfin, je mentionne aussi Ebisu, qui est un autre quartier chic de Tokyo encore. Et là-bas, vous trouvez particulièrement l'hôtel Westin, à l'intérieur duquel se trouve le restaurant La Terrasse, qui est un buffet. Et l'après-midi, ce buffet se transforme en buffet de desserts de luxe. Donc si vous avez envie de vous faire un des meilleurs kiffs de sucre de votre vie, je pense que c'est là-bas que ça se passe. Chaque mois, il y a un buffet différent. En ce moment, c'est le buffet spécial Noël. En novembre, c'était le buffet spécial marron. Ça dépend des saisons. Tu vois, des fois, ça peut être les fraises, etc. C'est de la bombe. Par contre, le truc, c'est qu'il faut réserver à l'avance par téléphone. Le japonais, évidemment, c'est mieux, mais je pense que l'anglais, ça passe aussi. Ouais, si vous voulez vous faire un kiff dessert, encore une fois, c'est la bonne adresse. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Et là, d'en parler, j'ai vraiment envie d'y aller.
Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses et encore garder à l'esprit qu'on est resté dans Tokyo si on veut se donner la peine d'aller un tout petit peu plus loin, juste à côté, hein, en traversant un pont, on arrive par exemple à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. Tokyo Disneyland c'est très similaire au Disney de Paris, mais Tokyo Disney Sea, incroyable, les décors sont hallucinants, tellement bien, et c'est vraiment très très proche de Tokyo, hein. Et aussi pas loin en train vous avez Kamakura avec ses temples et son grand Bouddha, il y a aussi l'île de Enoshima, il y a Yokohama avec tellement de choses à faire, le quartier chinois, des musées, le port. À côté aussi, en parlant de musée, il y a Shin-Yokohama avec le musée des ramen qui est une reconstitution d'un ancien Japon avec à l'intérieur 8 ramen shops différents qui sont tous super bons, c'est trop bien de s'y balader. On va s'arrêter là, je suis sûr que j'ai oublié des trucs mais en vrai vous avez le gros, l'essentiel. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Tokyo et puis il faut pas hésiter à se balader, à se perdre, à trouver des adresses soi-même. Merci encore à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'aider à mettre en avant le voyage et l'apprentissage des langues. Deux choses qui vraiment, j'insiste, peuvent changer votre vie. Je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description si vous voulez bénéficier de leur offre spéciale de moins 50% sur leur offre à vie pour apprendre toutes les langues, et aussi dans la description il y a les liens Google Maps de tous les lieux que j'ai cités dans cette vidéo. Pas besoin de faire de mémo ou de repasser dans la vidéo, vous avez juste à regarder la description. À bientôt, des bisous. Plus de voix moi, des bisous.